Coucou mon amour. Bonjour. Bonsoir. Voilà. Chou. Donc, comme tu le sais, nous avons une chaîne en couple qui s'appelle les aventures, l'oracle de Davina, les aventures d'un couple fée. Beaucoup de personnes ont été émerveillées par ta connaissance, ton savoir. Je m'étonne tous les jours quand je me regarde dans la glace. Hein. Voilà. Et je n'arrive pas à mesurer ma propre intelligence. Et donc, on a créé donc ta propre chaîne aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, on va parler de Versailles. Voilà, donc c'est questions-réponses. Que représente Versailles pour toi et pourquoi l'aimes-tu aussi passionnément aujourd'hui? C'est une bonne question. On peut passer à la suivante? Non. Que représente Versailles pour moi? Ça fait très longtemps que je voulais aller le voir. J'en avais entendu parler, évidemment, dans mes cours d'histoire, en primaire, tout ça. Mais j'avais fait des voyages scolaires, mais aucun là-bas, et on n'y était pas allé en famille. Ça m'intriguait. Alors, il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais ça m'intriguait quand même. Et j'y suis donc... j'ai découvert, en fait, pendant mon service national que j'ai fait de début août 82 à juillet 83, parce que j'étais ambulancier à l'armée, à Senlis, qui n'est pas très loin de Creil, c'est-à-dire de Chantilly, de Roissy, etc. Et comme j'étais ambulancier, j'allais dans les hôpitaux militaires de l'Île-de-France, même si Senlis était rattaché à Lille, l'hôpital Scribe militaire à Lille, on y allait très peu souvent. Il n'existe plus, il a été fermé avec la fin du service national en 2000, je crois. Beaucoup d'hôpitaux militaires ont été fermés. Et j'avais eu l'occasion d'aller plusieurs fois à l'hôpital Dominique Larrey, qui était situé dans le grand commun du domaine de Versailles. Donc évidemment, j'étais passé devant le château et ça avait renforcé mon intrigue, mon intérêt. Donc on était en 82-83 et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et en fait, j'y suis allé qu'en septembre non, en octobre. Octobre ou novembre, non. Fin de l'hiver 87, donc début 87. J'ai quand même attendu 4 à 5 ans. Et j'y suis allé en revenant de chez des amis qui habitaient en région parisienne. Et j'étais parti tôt le matin, donc j'avais toute la journée en fait. J'ai pris la journée. Et je suis arrivé assez tôt dans la matinée à Versailles. Et je me suis baladé, j'ai pas vu les appartements et tout. J'étais convaincu qu'il restait beaucoup moins que ce qu'il y a. Et j'avais juste vu l'extérieur. Alors j'avais été impressionné par l'étendue de la façade, qui fait en déroulé sur le jardin plus de 680 mètres de long. Et puis, les statues étaient déjà protégées et entourées d'une bâche pour l'hiver, etc. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Je m'étais baladé un peu dans le parc. Il n'était pas du tout comme maintenant. Il y avait beaucoup de bosquets qui n'avaient pas été restitués. Restituer, c'est refaire à l'identique. Restaurer, c'est réparer ce qui existe. Donc, il y avait des choses qui n'existent plus, qui dataient de la fin du 19e, du début du 20e, et c'était très bien. C'est très bien que ça n'existe plus. Et j'avais été vraiment surpris par la démesure, etc. Mais je n'avais pas vu l'intérieur. Je ne sais même pas si j'avais poussé jusqu'au Trianon. Vraiment, je découvrais. Je n'avais aucun guide, je n'avais rien. Donc, j'ai voulu y retourner. Et j'y suis retourné, mais en ayant pris des renseignements. Donc là, j'ai visité l'intérieur. Et comme on était après 86, Gérard Van der Kamp avait
si mes souvenirs sont exacts, c'est bien ça, avait fait restituer les appartements du dauphin, de la dauphine et des filles de Louis XV au rez-de-chaussée, qui avaient été transformés en seul musée tristounette par Louis-Philippe, mais toutes les boiseries avaient été conservées, enfin la plupart, et notamment les 2 bijoux que sont le cabinet intérieur de la dauphine et la bibliothèque du dauphin, qui sont en vernis Martin, qui changent au cours du temps. Le vernis Martin, c'est vous mettez une couche de vernis, vous grattez au niveau des boiseries et tout pour pas que ça bouche les décors, et comme ça 46 fois. Et donc, c'est des couleurs qui varient au cours du temps. Alors il n'y a pas 46 couches, mais ça varie quand même au cours du temps, et c'est d'une finesse, avec des oiseaux sculptés dans les boiseries, peints au naturel, les fleurs, notamment dans le cabinet intérieur de la dauphine. C'est absolument magnifique. C'est les 2 seules pièces vernis Martin qui ont été restituées. J'ai découvert les grands appartements, donc qui se terminent pas par la Galerie des Glaces, puisque après il y a les grands appartements de la Reine. J'ai découvert un peu tout ça, et le vestibule de marbre en dessous, qui avait été restitué parce qu'on avait toutes les colonnes et tout, qui en fait avait été transformé sous Louis XV et intégré dans l'appartement d'une de ses filles, Madame Adélaïde. Et le vestibule de marbre, au fond de la cour de marbre, était rempli de la bibliothèque de Madame Adélaïde, qui est également en vernis Martin, que des fleurs et tous les boiseries. C'était absolument magnifique. Tellement beau que quand Marie-Antoinette en fait son appartement intérieur, son petit appartement du rez-de-chaussée, cette pièce-là, elle ne la détruit pas. Et quand on connaît le goût, la finesse, le raffinement de Marie-Antoinette, qui a vraiment beaucoup de goût, on se dit que ça devait être une pièce absolument magnifique. Donc il se trouve que cet appartement est coupé maintenant, puisque le vestibule du temps de Louis XIV a été restitué. Et on passe de la salle de bain de Marie-Antoinette, qui est magnifique, aux boiseries très fines, à sa chambre, l'emplacement de la bibliothèque et le vestibule de marbre. Alors c'est un peu dommage, mais bon. J'avais découvert tout ça à la suite. C'était organisé différemment, les visites. Il y avait un audiophone, il y avait tout un tas de choses, et on faisait en même temps, on faisait beaucoup de choses, hein. On faisait en même temps l'appartement de Louis XIV, c'est-à-dire sa chambre, la salle, enfin, on commençait par la salle des gardes, si vous voulez maintenant, le grand escalier d'honneur d'entrée du château, il n'y en a plus qu'un, c'est l'escalier de la reine qui est en marbre polychrome, c'est-à-dire plusieurs couleurs, comme l'escalier des ambassadeurs, mais côté roi, du temps de Louis XIV, qui était démoli sous Louis XV pour faire notamment la salle à manger, des très belles salles maintenant, mais dont on peut voir une réplique identique au château de Reckimsee en Allemagne, à des châteaux de Bavière. Et donc, tout est aménagé maintenant à partir de... déjà du temps de Louis XIV, on pouvait y aller, mais maintenant, de grands escaliers d'apparat, c'est l'escalier de la reine, par où les révolutionnaires sont montés, qui est magnifique, mais qui n'a pas l'ampleur de l'escalier des ambassadeurs côté roi, tel qu'il avait avant. Un des rares trucs qui n'est pas symétrique entre l'appartement du roi et l'appartement de la reine. Donc on arrive, on a le vestibule de marbre après, on a la salle des gardes du roi, qui permet d'accéder aussi aux petits appartements de Marie-Antoinette du premier étage, où il y a une très belle antichambre en décor peint dans les boiseries. C'est la seule qui reste à Versailles, qui est absolument magnifique. Après, on a la première chambre, la deuxième qui est le salon de l'œil de bœuf, la chambre du roi. Par le salon de l'œil de bœuf, on peut accéder aussi à la Galerie des Glaces, c'est le circuit actuel. À l'époque, c'était pas ça. La salle du conseil. Et puis, on continuait, on pouvait voir donc, les appartements de Louis XV, l'ancien appartement intérieur de Louis XIV, dont certaines pièces étaient en lapis lazuli, bronze doré, etc. J'ai découvert tout ça, j'ai été absolument émerveillé. Alors, ce qui m'a émerveillé, c'est pas que des rois, des privilégiés y vivent, c'est que des gens ont fait ça de leurs mains. Et j'ai compris qu'il fallait garder tout ça parce que c'est des choses absolument magnifiques que des personnes, souvent dont on n'a pas le nom, ont fait avec leurs mains et tout. Et pour eux, il faut le garder. Alors, outre le fait que les rois et reines en France avaient beaucoup de goût, parce qu'ils
ils choisissent vraiment, pour beaucoup, l'architecture et tout. Louis XIV a complètement choisi l'architecture, Louis XV aussi. Louis XIV a même contribué à décider des choses. Au Grand Trianon, le péristyle, c'est une création de Louis XIV, en colonne de marbre rose. Donc, j'ai découvert ça, j'étais absolument subjugué, émerveillé, et en même temps, je cherche à comprendre pourquoi ça m'attirait autant. Versailles attire tous les gens, il a été copié, il n'y a pas que Louis II de Bavière qui a fait une copie parfaite. L'Escurial est inspiré de Versailles en Espagne, sauf qu'il n'y a pas une patte d'oie, c'est-à-dire à 3 grandes avenues, l'avenue de Paris, l'avenue de Sceaux, l'avenue de Saint-Cloud, Versailles qui mène, la Trinité. Mais ces 12 avenues, Washington en est directement inspiré. Le plan de Washington a été fait par un Français, le sergent L'Enfant. Donc, outre les trucs franc-maçonniques, le plan lui-même est directement inspiré de Versailles, le Capitole étant à la place du Grand Palais et la Maison Blanche du Grand Trianon, avec l'obélisque qui marque le carrefour entre les deux, et une partie du bassin, il n'y a pas un grand canal, mais une partie, c'est vraiment la copie, il y a une patte d'oie qui mène vers le Capitole, c'est vraiment la copie de Versailles. C'est pas le seul, puisque l'architecte de Brasilia, la capitale moderne des années 50-60 du Brésil, a toujours revendiqué de s'être inspiré de Versailles, y compris d'ailleurs l'architecte de New Delhi. Bon, c'est toujours le cas actuellement, voilà. Et ce qui est fascinant à Versailles, c'est que c'est pas seulement un château, un palais. La différence entre un château et un palais est un château où il y a le pouvoir. Voilà. Un château est une résidence de plaisance. Un palais, c'est là qu'il y a le pouvoir. Et effectivement, à Versailles, vous avez, outre les ailes des ministres, il y a le ministère des Affaires étrangères un peu plus loin, le ministère des Armées, l'hôtel du Grand Contrôle et du Petit Contrôle, qui est le ministère des Finances. Donc, tout un tas de choses qui sont là. Voilà, c'est vraiment la capitale administrative de la France, qui va préfigurer effectivement Washington, etc., tout ce qui s'ensuit. C'est fascinant parce que Versailles, qui a toujours été ouvert au public, du temps du roi, toutes les résidences royales en France étaient ouvertes au public, mais les autres, c'est quand le roi n'était pas là. Versailles était ouvert au public, même quand le roi était là. Alors, la différence avec maintenant, c'est que vous n'aviez pas à payer. Voilà. Donc voilà. Et c'est ouvert à tous les publics. Vous pouviez louer pour quelques centimes une épée et un chapeau à l'entrée. Donc c'était vraiment ouvert à tout le monde. Puisque le roi de France, c'est sa particularité. Il vit, règne, meurt. Il naît, vit, règne en public. D'accord. Voilà. Mais c'est pas seulement ça. Donc évidemment, il y a Louis XIV n'est pas né à Versailles, mais Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X sont nés dans la chambre de la reine, voilà. Entre autres. Et puis beaucoup de princes, beaucoup de dauphins. Le dauphin étant l'héritier du roi au moment présent. C'est pour ça qu'il porte le titre du dauphin. Ce qui m'a fasciné, c'est le fait que Versailles interpelle autant, fascine dans le monde entier, non seulement par ses splendeurs, mais parce que Versailles n'est pas, encore une fois, un château et un palais. C'est au-delà, Versailles est un symbole politique et un symbole spirituel. Donc il est bien au-delà d'un château. C'est bien pour ça que les deux empires, Napoléon Ier et Napoléon III, les diverses monarchies après la Révolution, même la Révolution et toutes les républiques se sont énormément investies dans Versailles. Il reste encore dernièrement, quand Macron a fait visiter Versailles à Poutine, etc. Donc ça reste un des symboles du savoir-faire français et de la République, de la modernité et de la République. Mais c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire qu'effectivement, Versailles est un symbole politique, pas philosophique, c'est une conception de la politique, si on peut dire, donc un peu philosophique, mais spirituelle, qui dépasse complètement le cadre d'un château et d'une construction habituelle. Louis XIV a construit
dans cette optique-là. Il ne faut pas oublier que Louis XIV connaît la fronde, la guerre civile, qui dure des dizaines d'années, qui endeuille la France et qui la ruine. Mazarin et la mère de Louis XIV réussissent à supprimer ça, mais pour Louis XIV, il est hors de question que ça se reproduise, d'où l'idée de créer Versailles et de domestiquer la cour. Mais lui-même va l'écarter du pouvoir, puisqu'il va prendre essentiellement des ministres bourgeois, et à la fin de son règne, tous les évêques, aucun ne sont des aristocrates, ils sont tous des bourgeois, même s'ils ont des titres. Donc cette volonté vraiment... Bon. En ce sens-là, Versailles est extrêmement fascinant. Tout est fait dans ce but-là à Versailles. La démesure du château, mais enfin, quand vous imaginez qu'il y avait au minimum 4000 personnes qui vivaient ramenées même au comté gigantesque de Versailles, ça fait peu de mètres carrés par personne. Dans des appartements royaux et princiers, les autres, ils avaient tendance quand même à s'entasser. Parfois, la journée, il y avait couramment 10 000 personnes. Donc, ce n'est pas une simple démesure comme Peterhof ou le palais Catherine à Pouchkine, à Tsarkei-Solo, en Russie, à côté de Saint-Pétersbourg, qui sont petits. Hein. Pouchkine est immense, mais il y a une façade d'un peu plus de 300 mètres, hein, en gros la moitié de Versailles. C'est que là, tout le monde vient à Versailles. Tout ce qui se fait de plus beau, tout ce qui se fait de plus moderne, on peut le voir à Versailles, donc on vient de partout. Donc ça booste énormément l'économie française, au point que l'ambassadeur d'un des royaumes d'Italie dira très rapidement, ce qui se fait de plus beau dans le monde, maintenant, c'est pas en Italie, mais c'est en France. Et puis le symbole politique. La chambre du roi est un tabernacle, le symbole politique et spirituel. Le roi qui dirige vraiment, qui est roi et Premier ministre. Alors, il faut imaginer que Louis XIV est un bourreau de travail, et Louis XV et Louis XVI aussi. Louis XIV ne dort pas plus de 3-4 heures par nuit, et pendant les périodes de crise, il fait même des conseils de ministre la nuit. C'est vraiment un bourreau de travail, au point d'ailleurs que la cour se plaint de ne pas assez le voir. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, Versailles? Versailles, c'est... Je reprends mon souffle. C'est un peu comme un lieu spirituel, mais sur un autre aspect, je reprends mon souffle. Quand vous allez à la Galerie des Glaces, au milieu, vous avez cette vue sur l'infini, hein, la percée de Lenôtre, qui fait 8 km à l'origine, qui n'est pas la plus grande c'est Chantilly, 12 km, mais qui n'est pas dans l'axe du château. Là, 8 km jusqu'à Villepreux, il y a eu donc un projet de reconstituer d'ailleurs la perspective jusqu'au bout. Cette vue sur l'infini, cette symbolique qui est à Versailles, cette démesure, cette beauté qui a toujours été ouverte à tous, mais à l'époque gratuitement, a quelque chose de fascinant. Voilà. Tous les symboles spirituels qui s'y trouvent, il n'y a aucun château qui a ce rôle-là. Chambord préfigure. Le rôle de Chambord est un petit peu celui de Versailles, mais Versailles atteint l'apogée au niveau d'une construction qui a un sens politique et spirituel mélangé. Quand vous allez en Égypte, vous voyez énormément les temples spirituels. Vous voyez plus de traces quasiment des palais des pharaons, des rois d'Égypte, parce que pour eux, on était de passage sur terre. Donc c'était l'éternité qui était importante. Donc l'éternité représentée, symbolisée par les temples, était en pierre dure, tandis que les palais étaient en petites pierres, parfois en torchis, maquillés par du plâtre et des belles peintures. Ce qui fait que les palais des pharaons, on n'a plus de traces. Là, Versailles englobe tout. C'est pas seulement par la présence de la chapelle, qui est une des très très belles églises de France, qui a son propre style, c'est par la volonté de mettre en avant le peuple français, ce que je reproche à la présidente actuelle d'ailleurs, qui désymbolise beaucoup Versailles. N'oubliez pas que la Galerie des Glaces fascine, mais tout y est français, pas seulement les marbres. C'est pas des colonnes corinthiennes qu'il y a, c'est ni des colonnes ioniques, d'ordre ionique, c'est des colonnes d'ordre français. Louis XIV va jusqu'à créer l'ordre. Donc, c'est très, très symbolique. Cette force spirituelle qui se dégage dans la vue sur l'infini. J'en parlerai, je ferai quelque chose sur la Galerie des Glaces. Si vous voulez, les miroirs
dans la symbolique, dans le miroir, on voit l'âme. Et les miroirs, dans la galerie des glaces, ils sont en face du grand canal qui est une croix. Et au bout de la croix, il y a une étoile de David, oui, donc 10 branches, et puis la vue sur l'infini. Symboliquement, mais j'en parlerai, il y a un très beau livre, une très belle étude qui a été faite là-dessus, sur la symbolique spirituelle. C'est la seule perspective qui est sur l'infini. Toutes les autres sont fermées. Parce qu'elles ont des statues qui représentent l'orgueil, machin, la vanité, tout ce qui s'ensuit. Alors que là, ces perspectives sur l'infini, comme par hasard, passent par la croix. Voilà. Donc, cet aspect spirituel de la galerie des glaces est très, très important. Mais c'est tous les appartements. Il y a 3 avenues qui mènent à la place d'Armes, qui mènent au château, la Trinité. Chaque appartement est précédé de 3 pièces avant d'arriver dans l'appartement, qui est la chambre, la première pièce de l'appartement. Ces 3 pièces sont la salle des gardes, première antichambre, deuxième antichambre. Voilà. La galerie des glaces qui contient 17 fenêtres, 17 qui, dans la symbolique spirituelle, signifie beaucoup de choses, mais en particulier la prise de conscience de l'aspect spirituel de la vie. Bien sûr. Voilà. Est entourée du salon de la paix côté reine, du salon de la guerre côté roi, qui n'ont que 3 fenêtres. Donc c'est comme si le parcours spirituel, la maturité spirituelle de l'être humain qui va passer par la croix et aller vers l'infini, c'est-à-dire l'immortalité, était encadré de chaque côté par la Trinité. Voilà. Ou faisant face aux 3 fenêtres de ces 2 salons-là, il y a Louis XIV côté salon de la guerre et Louis XV salon de la paix, qui sont des rois sacrés, donc qui accompagnent. D'accord. Voilà. Il y a une symbolique, alors ça c'est rien, mais une symbolique très très forte, je détaillerai plus. Et Versailles est fascinant parce que c'est un symbole. Parce que tout y est symbolique. Il n'y a pas 2 fois la même sculpture, même dans les visages qui sont sur la façade. Est-ce que ça t'aide à tenir le coup? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme les beaux paysages, la vallée de Chauffour en Auvergne, etc., tout ce qui s'ensuit, ou le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Mais là, c'est Versailles. Là, c'est une construction humaine, mais qui est vraiment très belle, très cohérente, qui est magnifique, qui a toujours été ouverte à tous, c'est ça qui est fascinant aussi. Et qui l'est toujours. Donc oui, ça aide énormément. Quel est ton roi préféré et pourquoi? Ah, je sais, c'est la question piège. J'ai pas vraiment de roi préféré. Ou qui t'a marqué, qui t'a... J'aime forcément Louis XIV parce qu'il a été marqué énormément par la guerre civile qui est la... Oh, c'est pas vrai. Oui, mais j'ai sorti tout à l'heure, je ne le trouve plus. J'aime beaucoup Saint-Louis. Hein, à la fin de sa vie, parce que quand il fait les croisades, les massacres, non, à la fin de sa vie, il s'applique une discipline très forte. Enfin bon, Louis XIV m'intéresse parce que c'est un roi qui a été aimé par sa mère. Son père est mort, il avait 5 ans. C'est ce qui explique c'est le plus long règne d'Europe, 77 ans. 72 ans, pardon. Louis XIII est mort, Louis XIV avait donc 5 ans, et en 1643. Mais il a été profondément aimé par sa mère et par Mazarin, qui était plus qu'un père spirituel. À partir de l'âge de 10 ans, on lui apprend à régner, à décider. Comment que tu détailleras dans les thématiques Louis XIV, voilà, qu'on fera. Que je détaillerai. C'est très intéressant de savoir c'est un des rares rois, on lui a vraiment appris. Voilà. Et il a consacré sa vie, effectivement, au royaume et à la France. Il est effectivement, lui, plus qu'un autre, mort en public. On sait très bien par le journal de bord de ses différents médecins personnels qu'il était tout le temps malade. Mais il apparaissait toujours un roc. C'est quelqu'un qui s'appliquait à une discipline de fer. Il a été énormément choqué quand il n'a pas pu se marier avec une des nièces de Mazarin, donc il était fou amoureux. Il est même tombé dans le coma tellement il en était malade. Ce qui explique qu'il ait après énormément, qu'il ait eu des maîtresses officielles et qu'il ait eu énormément trompé Marie-Thérèse.
Parce que voilà, il était jeune et pour lui, l'amour en prenait un coup. C'était l'état devant, l'état prioritaire. C'est pour ça, quand il y a Madame de Maintenon, il fait, avec Françoise d'Aubigné, donc Madame de Maintenon, il fait la veuve Scarron, il fait vraiment un mariage d'amour. Donc Louis XIV est fascinant, c'est une personnalité qui est énormément appréciée des États-Unis. Il y a une société américaine, des Amis de Versailles d'ailleurs, c'est pas un hasard. Est-ce que tu lui parles à Louis XIV? Non. Je pense qu'il est là-haut parce qu'il a fait son mea culpa de son vivant. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert physiquement de ses maladies, mais énormément à la fin de sa vie. Il a vu aussi mourir tous ses enfants, sauf une partie des bâtards qu'il a eu avec la Montespan et Louise Vallière, peut-être bien, qu'il a tous reconnu. Hein, c'est ce roi qui a tout reconnu, ses enfants. Il a assumé jusqu'au bout. Mais il a énormément souffert à la fin de sa vie par la gangrène, tout ce qui s'ensuit, parce que il avait des très mauvaises dents et quand à 40 ans son dentiste veut lui arracher une dent, une partie du palais qui vient avec, donc il y a une communication entre le nez. Donc il a souffert physiquement énormément tout au long de sa vie, il s'est amendé énormément. Il a fait l'erreur de vouloir unifier religieusement la France en luttant contre les protestants. Madame de Maintenon n'était pas d'accord d'ailleurs, parce qu'elle-même avait un de ses ancêtres qui était protestant. Mais enfin, il l'écoutait pas vraiment, même si son avis l'intéressait. Bon. Par contre, oui, il s'est amendé, il savait qu'il n'était pas immortel, il savait... il est passionnant, ce personnage. Quand on a des petits pages de la Grande Écurie, il y avait des pages à la Grande Écurie, la Petite Écurie, c'est les enfants des nobles qui faisaient leur école et leur apprentissage épais, tout ce qui s'ensuit... parmi les pages des écuries, donc c'était un honneur. Quand un page passe devant Louis XIV qui est encore dans son lit, qui est mourant, et quelques jours, qui s'incline, hein, s'inclinait même devant le lit qui était vécu comme un tabernacle, qui en a la forme, même quand le roi n'y était pas, et qui pleure, Louis XIV lui dit « Mais pourquoi pleurez-vous » Et il lui dit « Mais parce que vous allez mourir », et il lui dit « Mais il ne faut pas pleurer. Je savais bien que j'étais pas immortel, que j'allais mourir. J'ai fait ma vie. » Voilà. Il a une sagesse à la fin de sa vie où il s'amende de toutes les... De sa jeunesse un peu frivole, quoi. De sa jeunesse frivole après le mariage, où il n'a pas pu faire un mariage d'amour, où il va avoir des dizaines de maîtresses, si ce n'est plus, et où il s'agit de sauver l'âme du roi, comme dit l'évêque à Madame de Maintenon. Et dès qu'il se marie avec elle, il n'a plus qu'elle. Et il va s'amender, faire le point... réfléchir, il est passionnant sur ce plan-là. Il est passionnant. Louis XV aussi, hein, Louis XV, quand il est il est mis sur un lit pliant au bord de sa chambre, les gens passent devant, parce que le roi meurt en public, parce qu'il a une maladie qui est la petite vérole, donc qui est contagieuse. Et c'est un prêtre qui dit le roi s'excuse pour le scandale qu'il a donné de sa vie, etc. Et Louis XV arrive à prononcer tout bas, j'aurais aimé le dire moi-même. Louis XV qui était aussi un travailleur acharné, hein. Louis XV était à son bureau à travailler dans les meubles que la Révolution n'a pas vendus, que les révolutionnaires considèrent comme parmi les plus beaux meubles de France, avec le fameux bureau à cylindre des frères Reisner. Ils ont mis 10 ans pour le faire, qu'on peut voir toujours. Il était entre 4h et 5h du matin à son bureau, en train de travailler. Il dormait très peu aussi, hein. Il dormait 4-5 heures par nuit. Heureusement, il faisait quelques siestes, mais c'était un travail avec des idées très modernes. Quand il voulait, avec la Pompadour, envoyer des instituteurs dans toute la France pour que tout le peuple soit formé, etc. Bon, il n'avait pas le cran de Louis XIV, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il avait des très très bonnes idées, hein, Louis XV. Simplement... quand il meurt, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, hein, alors que Louis XIV est le fils de Louis XIII. Et Louis XV est tout seul. Quand le roi meurt, il a lui aussi 5 ans, son père est mort, son grand-père est mort, son oncle est en Espagne, ses oncles compétentes sont morts, son arrière-grand-père est mort, son petit frère est mort, tout le monde est mort.
ce qui explique le goût qu'il a quand il est en carrosse, qu'il passe devant un cimetière, il fait arrêter le carrosse pour savoir s'il y a des tombes fraîches. S'il y a des tombes fraîches, il va se recueillir devant. Il sera déprécié toute sa vie, mais ça se comprend déjà par son vécu. Louis XIV, son père meurt, mais c'est tout. Il a son frère toute sa vie, il a sa mère. Voilà, c'est pas pareil. Louis XV, il est tout seul. Bien sûr. Et enfant. Donc, oui. Et donc, ils sont passionnants. Mais mes rois les plus aimés, oui, il y en a eu beaucoup. Je trouve très fin que François Ier ait passé en 1536 un accord avec Soliman le Magnifique de l'Empire ottoman pour protéger les chrétiens et donc le Liban. Hein, la protection du Liban par la France date de cette époque-là. Il y a des tas de choses comme ça qui m'interpellent. Louis XI était un roi très brillant, simple, pas très dépensier, extrêmement fin politiquement et très brillant. Il a lutté contre son père, il n'était pas d'accord. C'est lui qui a créé la Poste en France, Louis XI. Hein. Il a fait beaucoup de choses, il a été très intéressant. D'accord. Et la reine qui t'a touché ou que tu préfères? Ah, évidemment, Marie-Antoinette est extrêmement touchant. Marie-Antoinette, Louis XVI sont touchants par le destin dramatique et leur jeunesse. Marie-Antoinette est touchante parce que, bon, elle arrive en France, elle a 14 ans, c'est difficile, elle doit abandonner même ses petits chiens, ses dames de compagnie qui sont là depuis sa naissance, enfin bon, c'est terrible. Donc elle est forcément quelque part frivole, et puis elle va changer, elle aura toujours une complicité très forte avec le comte de Fersen. Encore une fois, malgré les progrès et les lettres actuelles, on ne pense pas qu'il y a eu de rapport charnel. La reine était beaucoup trop consciente de ses devoirs pour faire ça, mais c'était un confident et un ami très très intime. Voilà. Mais elle a toujours donné une place importante au roi. D'abord le roi est le père de ses enfants, et puis elle va l'accompagner jusqu'au bout, elle va être là, leur lien va beaucoup se renforcer. Par la Révolution à la fin. C'est dramatique, hein, parce que Louis XVI avait des très bonnes idées aussi. Si on l'avait laissé faire, il n'y aurait pas eu les milliers de morts qu'il y a eu par la Révolution. Ni toutes les révolutions qu'il y a eu après. Bien sûr. Bon, et alors ils sont très touchants. Une reine que j'aime beaucoup aussi, Marie Lesinska, qui est très discrète, la femme de l'épouse de Louis XV, mais qui est très intéressante dans sa démarche. C'est difficile pour elle. Elle s'étend plus que Louis XV quand elle l'épouse. Louis XV a 15 ans, il en a 22. Il va lui faire 10 enfants en 10 ans, hein, dont des jumeaux. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle lui claque la porte parce qu'elle lui dit Sire, toujours couchée, toujours grosse, toujours à coucher. Être grosse, c'était être enceinte. Hein. L'expression maintenant, c'est être enceinte, attendre un enfant. À l'époque, on disait être grosse, c'était pas du tout péjoratif. Donc elle lui claque la porte, mais lui il a 25 ans et les hormones en folie. Les hormones en folie à 25 ans, et donc c'est là qu'il va se mettre à avoir des maîtresses. Mais elle est très touchante, Marie Lesinska. Elle va aimer vraiment ses enfants. Elle va, c'est très intéressant. Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Thérèse d'Espagne, elle est effacée, l'épouse. La première épouse de Louis XIV, mais elle est intéressante aussi. Une reine que j'aime bien, c'est l'épouse de Louis XIII, qui est la mère de Louis XIV, qui est Marie-Thérèse d'Autriche, je ne sais plus. Elle qui va faire construire la très belle église au Val-de-Grâce à Paris, quand Louis XIV est né, enfin, après plus de 20 ans de mariage. Après qu'ils aient fait un pèlerinage à Cotignac, hein, dans le sud, où il y a eu des apparitions de Saint-Joseph, la Vierge Marie et toute la Sainte Famille. Les seules apparitions de Saint-Joseph avec message qu'il y a eu dans le monde, enfin reconnu, répertorié. Donc, c'est pour ça que Louis XIV s'appellera en deuxième prénom, il a Dieudonné, Louis Dieudonné. Voilà. Donc, elle est très intéressante aussi, comment elle va protéger la France, celle qui est d'origine autrichienne ou italienne, avec Mazarin qui est d'origine italienne, mais ils sont plus français que les Français. Ils vont moderniser la France, protéger la France, donner un royaume et une administration efficace à Louis XIV. Ils sont remarquables.
Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Joséphine intéressante, mais il y a des reines qui sont très profondes. Voilà. Comme des dauphins qu'on n'a pas eu, hein, qu'on aurait pu avoir comme roi. Le duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV, aurait été brillant, je pense. Puisque à la fin du règne de Louis XIV, quand l'Europe se ligue une dernière fois, et qu'en plus, on a une petite période glaciaire, donc il n'y a pas de récolte et tout, il y a beaucoup de famine, le petit-fils de Louis XIV renonce à son salaire qu'il a, il le diminue de je ne sais pas combien, peut-être bien par 10, et il aurait été intéressant encore roi, c'est sûr. Il avait une conscience du peuple et tout. Le fils de Louis XV, le père de Louis XVI, qui aurait été très intéressant aussi. Hein, puisque quand à la chasse à courre, il aimait beaucoup la chasse à courre et il tuait beaucoup de loups. Le grand dauphin, fils de Louis XIV, a dû tuer 3000 loups dans sa vie. Donc il était énormément aimé dans la région parisienne, etc. Parce que contrairement à ce qu'ils ont dit dans le Tour de France, à la dernière étape, il y a quelques jours à Paris, il a tué beaucoup de loups et il y avait beaucoup de loups en Île-de-France qui attaquaient les gens et tout. Donc le grand dauphin était particulièrement aimé. Il se faisait un devoir de protéger la population. Et le dauphin, fils de Louis XV, c'était quelqu'un de très franc, qui était conscient de l'hypocrisie de la noblesse, de beaucoup de choses. Et quand à une chasse à courre, un de ses piqueurs meurt accidentellement, il va éduquer lui-même les enfants de cet homme. Et jusqu'à la fin de la vie de Louis XVIII et Charles X, qui sont ses enfants, ils verseront une dot annuelle telle que le dauphin l'avait, une dot mensuelle telle que le dauphin l'avait prévu. Hein. Et quand on fait le reproche au dauphin, on dit, mais enfin, ce n'est qu'un piqueur, etc., enfin qu'un homme du peuple. C'est pas le rôle du dauphin de faire ça. Il répond, c'est pas le rôle du dauphin de tuer le peuple, de tuer un homme du peuple. Donc il est avec son épouse, ils sont sa deuxième épouse, Marie Joseph de Saxe, la mère de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Ils sont très 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 lucides sur l'hypocrisie du Parlement de Paris, de tout un tas de choses. Et alors ça aurait été particulièrement intéressant qu'ils règnent. Voilà. Ils étaient finalement, ils avaient une conscience du peuple, une proximité. Pour eux, ils étaient des humains comme eux. Donc c'était vraiment très intéressant. Ça, ils auraient mérité que ce soit le petit-fils de Louis XIV ou le fils de Louis XV. Ça aurait été vraiment très intéressant qu'ils puissent régner. Ça, c'est sûr. Donc il y a des personnages comme ça qui sont totalement méconnus, mais totalement fascinants. Dont tu parleras sur la chaîne. Oui, dont je parlerai, comme le premier valet de chambre de Louis XIV, Bontemps, qui était son confident. Hein, ou Toussaint la Rose, la plume du roi. Hein, le seul qui était légalement autorisé à imiter l'écriture de Louis XIV. Hein. Louis XIV ne pouvait pas tout écrire, donc il dictait. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça. Alors, pour finir, de quoi vas-tu parler sur cette chaîne? Alors, je vais parler, ça sera des petits thèmes, donc effectivement, au niveau de Versailles et tout, parce que Versailles, quelque part, c'est la France. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Versailles et qui se passent toujours à Versailles. N'oubliez pas que l'amphithéâtre qui a été construit au 19e dans l'aile du Sud, c'est le seul amphithéâtre en France qui contient le Parlement en entier, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Hein, il a plus de 600 places. Je ne sais plus combien ils sont. Non, je ne sais plus combien de places il a, parce que c'est énorme ce qui sont les députés et les sénateurs. Donc toutes les modifications de la Constitution se font là, etc., tout ce qui s'ensuit. Je parlerai également de petites choses, de personnages pas connus ou de choses qui sont dans les environs, que ce soit dans le domaine de l'art, l'architecture ou la politique ou tout un tas de choses. Voilà, des choses actuelles comme le discours de Macron. Et je ferai des choses très courtes. C'est voilà. Parti. Eh ben, tu peux dire au revoir à tes abonnés. Eh ben, bonne soirée, que Dieu vous bénisse et puis à très très bientôt.